Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de recevoir pour ce numéro 78 de MPCM à l'Index, le cofondateur de l'Index, mon ami Olivier Salamin. Avant de m'entretenir avec lui, j'aimerais vous présenter, c'est un peu le coup de cœur de l'Index de ce dernier mois, un livre que je recommande vraiment à tout le monde. Nous vivrons, c'est Enquête sur l'avenir des Juifs de Johann Spar. Ce qui est très intéressant, donc il a commencé ce livre après le 7 octobre et il s'interroge sur ce qui s'est passé, ce qui va se passer et comment ces deux peuples pourraient vivre ensemble. C'est un regard juif, mais absolument pas manichéen. Il prône d'ailleurs les deux États et avec plein de circonstances concrètes, il est allé sur place et il s'interroge depuis la France, depuis le monde, depuis son intimité, à ce que sera l'avenir des Juifs. Nous vivrons. C'est un livre, vous voyez, une BD instructive où on apprend plein de renseignements, d'informations. Et franchement, je le conseille à tout le monde en ces temps d'impossible. Alors, et j'ai le droit de réagir tout à l'heure. Oui, alors vas-y. Non, en fait, ça c'est la question vraiment très difficile. Oui. Est-ce que tu as un regard sur ce qui se passe à Gaza? Alors j'ai un regard depuis cette semaine parce que j'ai entendu en conférence au CHUV Hicham El-Gawi, donc ce médecin de Verbier, qui fait des missions dans les hôpitaux de Gaza. Et donc c'était une conférence d'un soignant adressée à des soignants. Moi-même je ne suis pas soignant, mais je suis allé écouter ça avec ma fille aussi. Et en fait ça m'a... Alors c'était horrible. Franchement, ce qu'il a rencontré dans les 3 semaines où il est allé là-bas et il repart dans 2 semaines dans un hôpital du nord de Gaza où il ne reste qu'un hôpital sur une zone de 300 000 habitants et seulement 2 pédiatres dans cet hôpital. Donc il raconte voilà, ce qu'on lui enlève comme matériel, ce qui se passe, les hommes qui descendent dans la rue chercher à manger, les femmes qui sont avec les enfants qui subissent les bombardements, les vagues, le tri comme en médecine de guerre. Mais donc il y a quelque chose comme ça d'une horreur et d'un impensable quand même sur ce qui se passe, en tout cas dans ce qu'il raconte. Mais finalement, il ne juge pas en fait. Il ne juge pas ce qui se passe là-bas. Il dit tout le monde, et les civils évidemment, ont droit à un accès aux soins. Et aujourd'hui, la seule chose qui compte, c'est de faire un couloir humanitaire. Voilà. Ton intervention me fait penser à autre chose, c'est la preuve qu'on fait vraiment du vrai direct, que ce n'était pas pensé. Circule sur les chaînes YouTube, TikTok, etc. Des parties de déclaration d'un médecin anglais qui était à Gaza, qui est entendu par des commissions parlementaires en Angleterre et qui raconte vraiment, on peut dire les larmes aux yeux de manière totalement émouvante, le fait qu'après avoir soigné des enfants de manière répétée, récurrente, répétitive vraiment, eh bien, il pouvait y avoir des drones qui survolaient ces corps d'enfants vivants, dont certains sortaient de l'hôpital et, selon lui, de manière délibérée, pensaient lâcher devant lui des bombes là. Alors, j'ai envie de rebondir d'un autre côté. Il y a une polémique en France qui se passe par rapport au dernier match du Paris Saint-Germain où il y avait une banderole Free Palestine, libérer la Palestine, qui a été accueillie de manière, on va mettre en guillemets, gerbante par certains et puis naturellement de manière jouissive de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme regard, nous Suisses, qui sommes les champions de la neutralité, du non-discours et du silence devant ce genre de publicité, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Moi, je vais toujours un petit pas du côté de ce qu'on connaît, de ce qui se passe dans les conflits, dans ce type de situation. Enfin, moi, c'est des choses qui me sont... J'ai beaucoup de peine à comprendre et à savoir où se trouve la bonne information. Mais ce qui m'a vraiment frappé dans ce témoignage, c'était finalement de dire... Mais, du médecin. Donc, du médecin. Et c'est ça qui m'intéressait finalement, c'est de dire mais comment c'est possible que politiquement en fait on ne cherche pas à dégager ce couloir humanitaire qui finalement n'est pas une façon de se positionner dans le conflit, il est une façon de donner un accès aux soins et de répondre à une misère et à une situation tragique, quoi.
Et en fait, je m'en tiens un peu à ça, quoi. Je trouve que c'est extrêmement difficile de parler de ce conflit, de savoir ce qui se passe, comment sont les enjeux. Donc, par exemple, la Suisse aujourd'hui, j'ai dû lire ça dans dans 2 ou 3 articles, pourrait être menacée de complicité de génocide au motif où l'UNRWA ne serait plus financier, etc. Et où on a dégagé, on va dire, Manu Militari, le directeur de l'UNRWA, je crois qu'il est passé au CICR dans l'intervalle, d'après ce que j'ai compris, et qui a essayé de venir chez les parlementaires expliquer, écoutez, c'est pas tout noir, tout blanc. Et les pro-israéliens ici, chez nous, qu'est-ce qu'ils disent? Mais écoutez, ces gens-là, ils étaient complices du Hamas, puisqu'il y avait les locaux dessous, donc on doit assumer ça. Puis de l'autre côté, on dit mais non, parce que l'UNRWA, elle a donné des bénéfices sanitaires et puis alimentaires à toute une série de la population, que de ne plus les financer et les traiter finalement en criminels au niveau de la direction, ça devient complètement aberrant. Et là, on voit de nouveau ce positionnement manichéen noir-blanc qui devient presque impossible Je trouve incroyable que ce soit des questions qui soient politisées par rapport justement à la neutralité qui permettrait de soutenir cet accès aux soins et le couloir humanitaire, justement. Est-ce que tu as l'impression, comme moi, je trouve incroyable qu'il n'y ait pas une mobilisation au niveau du Conseil national, par exemple, pour dire... Mais la Suisse, est-ce qu'on ne s'est pas tu finalement? Est-ce qu'on ne s'est pas tu là-dessus? En tout cas, c'est ce que ce médecin dit. Il a 3 filles petites, hein. Pour l'anecdote, c'est assez drôle parce qu'il dit en fait, mes patients à Verbier n'osent plus trop venir me voir parce qu'en fait, ils savent ce que j'ai rencontré là-bas et donc quand ils ont une fracture, ils hésitent un peu, quoi. Et puis il leur dit non, il ne faut pas que vous attendiez pour venir consulter, quoi. Mais donc il y a vraiment plein de choses qui sont relativisées et puis enfin, moi je m'en tiens à ça en fait. Je me dis c'est quand même incroyable que des civils subissent, quelles que soient les raisons, qui a raison, qui a tort. En fait, je trouve que c'est pas la bonne question. Et ces personnes-là, je suis étonné que politiquement il n'y ait pas une mobilisation pour ces personnes-là en fait. Est-ce que tu t'es trouvé en face de personnes comme moi, d'un bord ou de l'autre, et avec cette impossibilité finalement d'avoir ces nuances? C'est comme si on devait prendre parti immédiatement. Moi, ce qui m'a vraiment frappé juste après le 7 octobre, 8-9 octobre, c'est que des gens musulmans, eh bien, immédiatement, ils ont dit, voilà, tous, c'était tous à la mer, tous dans l'océan, on les supprime définitivement. Et puis après, maintenant, on voit cette disproportion armée, on peut dire ça en toute neutralité, une disproportion armée incroyable du côté d'Israël. Et puis finalement, on est au milieu de discussions où on se dit, ben, c'est peut-être le silence, mais d'un autre côté, on est lâche, qui fait barrière. Ben, c'est un silence assez assourdissant, je suis d'accord en fait, autour de cette situation. Dans le cadre du CAS antiracisme dont je t'avais parlé, il y a une professeure... Donc juste peut-être préciser aux gens, qu'est-ce que c'est un CAS? Un CAS, c'est une sorte de certificat post-graduate auquel peuvent participer beaucoup de gens en interdisciplinarité, etc. Ça veut dire, c'est pas simplement des juristes ou des informaticiens ou de n'importe des scientifiques, ça peut être tous ensemble, mais dans une direction précise. Et là, tu fais allusion au CAS dans le champ de l'antiracisme. C'est ça, qui a été organisé par Marie-Christine Ukello, et une des intervenantes en fait est une prof honoraire de la HES de Genève, qui est juive, et qui en fait, moi ce que j'ai aimé dans son intervention, c'est vraiment cette question de ne pas prendre parti à un moment donné. C'est-à-dire qu'elle dit, c'est pas parce que je suis juive que je ne peux pas dire quelque chose de ce qui ne va, enfin de ce qui est trop dans ce conflit ou de ce qui ne va pas. Mais en même temps, il y a un travail, il y a toujours cette question du travail de mémoire, en fait, qu'elle laisse ouvert, en fait. Et je trouvais que c'était très nuancé comme propos, quoi. Et en fait, les choses qui sont très polarisées, je ne sais pas trop quoi en faire. On m'intéresse moins, disons. Ça me fait penser à une intervention d'un journaliste sportif en marge de la banderole pro-Palestine, Daniel Riolo, qui est peut-être plus à droite, etc. Mais il disait la chose suivante: maintenant, quand je suis dans un champ de discussion sur ce sujet, la première question que je pose, c'est pour ou contre Israël. Parce que je veux savoir si la personne qui est en face de moi accepte l'idée d'un État d'Israël. Donc il renverse, et il dit,
Si la réponse, d'abord, si la réponse est oui, je suis d'accord de causer n'importe quoi, c'est-à-dire des doubles États, de la Cisjordanie, du mode de commandement et de gouvernement de Netanyahou, etc. En revanche, si la réponse elle est négative, alors je dis, on n'est pas dans le même territoire, je préfère plus parler avec toi de cette question, etc. C'est une sorte de renversement par rapport au fait que ce qui est en cause maintenant, c'est l'État palestinien, d'un point de vue, je dirais, de force, hein, on va dire ça comme ça. Mais nous, Suisses, je pense qu'on est dans une situation, si Cassis se tait, on peut dire globalement, c'est parce que la Suisse, finalement, préfère se taire. Non? Oui. C'est ça, oui. Alors, naturellement, tu es venu avec 3 livres. Mais avant de présenter ces 3 livres, parce que j'ai pas répondu à la commande. Ouais, pas tout à fait. Oui, quand même. Mais avant de présenter ces 3 livres, alors j'ai une question un peu rituelle que je pose à tout le monde. À ton âge aujourd'hui, quand tu regardes l'enfant Olivier qui avait 10 ans, est-ce que tu te dis que tu es dans la position que tu avais entre guillemets rêvé ou projeté même inconsciemment? Ou dit autrement, est-ce qu'il y a un événement dans ta vie assez particulier qui fait que tu te dis, bien, où je suis maintenant, dans ce champ qui représente ces livres aussi, est-ce que c'est toi, enfant? J'ai souvent beaucoup de peine à avoir des souvenirs précis de mon enfance, en fait. Et je me suis toujours plutôt senti avancer et me développer. Donc progrès. Ouais, c'est ça. Donc je ne crois pas m'être tellement projeté dans ce que je suis devenu. Mais est-ce qu'il y a un événement de vie qui te dit je ne suis pas, par exemple, ingénieur et je ne construis pas des ponts, ou bien je ne suis pas professeur de latin, ou bien ouvrier métallurgique? Mon rapport aux études, il est un peu bizarre en fait, parce que moi je voulais devenir mécanicien. Donc j'avais fait des stages et quand et je crois que c'est assez significatif de la façon dont ça s'est déroulé, à un moment donné il y a eu la distribution des formulaires pour ceux qui s'inscrivaient pour aller au collège et donc le prof qui les distribuait dit ceux qui veulent aller au collège, levez la main. Donc je lève pas la main puisque je vais devenir mécanicien, puis il me dit Olivier, lève la main. D'accord. Une injonction impérative. Et donc, voilà, je me suis inscrit. Donc ça avait mal commencé. Mais là, ça... D'où peut-être la psycho après. Non, mais en tout cas, ce professeur-là, il a un certain... C'est pas, je dirais, un doigté, mais en tous les cas, une certaine importance dans ton cheminement. Oui, oui. Ça, c'est... Avec aussi une forme d'encouragement sur ce que je pourrais faire en fait. Donc il y avait de ça derrière ça. Alors effectivement là tu as pris 3 livres qui sont dans le domaine de la psychologie. Le premier que j'ai envie de présenter, c'est le régime paradoxal de Giorgio Nardone. Alors tu vas le pitcher un peu, le résumer et dire comment ça se fait qu'il se trouve entre tes mains, indépendant du fait que tu sors d'une librairie. Ok. En psycho, j'ai eu un parcours plutôt du côté de la psychanalyse et plus récemment un intérêt à toutes les approches systémiques et en particulier au travail d'Emmanuel Piquet à partir d'un livre en fait qui m'avait frappé qui s'appelait Faites votre 180 degrés. Ça disait en gros vous avez tout essayé et si vous essayez l'inverse. Et en fait c'est vraiment une approche stratégique qui est proposée dans cette approche, donc assez dépsychologisante finalement, qui dit en fait quand on a, on régule des difficultés à longueur de journée, et quand on les régule et que ça marche pas, en fait ça peut devenir un problème. Et ce que ce courant met en évidence, c'est que quand on est face à un problème, en fait on fait toujours de la même chose pour le résoudre, et si on n'y arrive pas, on le fait encore plus. Et donc, en fait, comme disait Václavic, la solution, c'est le problème. et eux, leur proposition, c'est de dire, en fait, voilà, on ne s'intéresse pas tellement à pourquoi la personne est tombée dans le trou, on regarde pourquoi, en fait, elle n'arrive pas à en sortir, comment elle fait pour en sortir et comment elle pourrait en sortir autrement. Et donc, cette façon de définir, en fait, une thématique de régulation du problème et de la renverser
pour casser les régulations qui ne marchent pas et trouver des nouvelles solutions, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et puis du coup, je trouve intéressant que ce soit la question des régimes, par exemple, qui soit abordée par cette approche en disant, voilà, les régimes, ça marche jamais, quoi, en fait. Donc, il propose un régime paradoxal, en fait, quoi. Et où il met en jeu le fait que vouloir contrôler, en fait, le désir de manger ne fait que rendre plus désirable la chose à ne pas manger, finalement, et qu'on est pris dans ces cycles-là. Et donc voilà, la proposition, c'est de casser ces schémas et au contraire de laisser de la place. Alors là, il y a un autre livre fait avec le même auteur, avec Claudette Portelli, Obsession, compulsion, manie. Est-ce que nous sommes tous des obsessionnels, des compulsifs et des maniaques? En tout cas, pour avoir deux livres du même auteur, avec le deuxième par des obsessions, visiblement, il doit y avoir quelque chose. Bon, celui-là, il était un peu dans la continuité du premier, donc c'est pas les livres que j'aurais choisis pour venir ici. Si je m'étais rappelé que je devais prendre 3 livres. C'est les 3 livres que j'ai dans mon sac actuellement, quoi. Alors là, on est dans un autre domaine, l'excellente collection 10-18, Sidération, de Richard Powers. Ça, c'est sur l'autisme. On est aussi dans le champ de la psychologie. Ouais, alors celui-là, je ne peux pas le pitcher jusqu'au bout parce que je suis dedans. D'accord, mais par contre, les livres dans lesquels je me trouve ont de l'importance. Je dirais des fois plus que les livres que j'ai lus. J'aime bien être dans un livre. Et celui-là, en fait, parle avec beaucoup de délicatesse, en tout cas au début, du rapport d'un père à son enfant autiste. Et lui, il est cosmologue ou quelque chose comme ça, en fait, quoi. Et donc, il est avec cet enfant qui rebondit de question en question, et où lui-même, il se met en jeu dans cette relation-là avec une maman disparue, décédée. Voilà, j'en suis là pour l'instant, mais c'est très fin. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années, on va dire, nous sommes un tout petit peu des frères, des enfants de la psychanalyse, un peu des frères. On a... qu'est-ce que tu dirais à celui qui nous écoute en disant quand même, indépendamment de toutes les critiques et tout, il y a vraiment quelque chose qui se joue là dans le champ de notre psyché qui fait que ça vaut le coup, je pense que ni toi ni moi on dira le contraire, ça vaut le coup je dirais de tenter le divan. Là on est sur un divan, mais pas couché, on est en face à face, on se regarde, on n'est pas dans le dispositif freudien, on va dire. Mais qu'est-ce qui fait que quand même ce dispositif-là, il a une puissance, alors, utilisons des mots forts, et qui nous permettent effectivement, pour aller dans le sens que tu dis, de faire du 180 degrés ou du 360 degrés même. Ça se joue beaucoup de mon point de vue, sur la question du langage et du fait qu'on se tient et qu'on est tenu par le langage. Et que moi, mon expérience, en fait, c'est que je suis passé d'une situation plutôt rigide sur les mots, en fait, à une ouverture d'espace sur le fait que un mot peut aussi bien vouloir en dire un autre. Et j'ai trouvé ça très libérateur, en fait. Voilà. Donc moi j'ai eu l'impression d'un déglaçage. D'accord. En fait, que le divan était un déglaçage. J'ai l'impression, j'ai passé les 2 tiers de ma vie dans le siècle précédent, 1 tiers dans celui-ci. Si je devais caricaturer ce que je ressens en tous les cas dans le champ du langage, parce que j'ai presque envie de dire le contraire de ce que tu viens de dire, mais chacun fait son expérience. Mais que nom d'une pipe, j'ai envie de dire, le noir c'est le blanc, le mensonge c'est la vérité, si vous voulez, le crime c'est presque la vertu. J'ai envie de dire que ce langage-là il fout le camp. Et puis bon, c'est pas simplement un problème de réseaux sociaux et de fake news et de mensonges et de manipulation, etc. Mais c'est comme si ça n'avait presque plus aucune importance que l'on dise que le plafond au-dessus de nous il est blanc ou il est noir. Finalement, disons quelque chose et finalement, les conséquences, on s'en balance. Est-ce que c'est pas... est-ce que j'exagère? Non, alors dans ce sens-là, au contraire, l'expérience a été un resserrement. C'était justement de... Je pense que ça, ce que tu dis, ça me fait un peu penser à une façon qui serait de dire, mais en fait, tout se vaut, finalement, quoi.
on ne sait plus si quelque chose a Oui, plus une sorte de valeur qu'une magma. autre. Une sorte de Voilà, magma, voilà. Et alors, ça par contre, je pense que ça, aussi bien ça a été libérateur sur certains aspects, je pense que là où ça contenait, ça s'est ouvert, et je pense que là où tout se valait, des choses ont été resserrées, quoi. Et cette expérience-là, pour ça, elle était vraiment bien, quoi. Et moi, ce que j'ai apprécié dans cette... C'est pas le... En fait, on a toujours un peu le symptôme, on le traite. Et là, en fait, il y a quelque chose de nos constructions, de notre façon d'être au monde, de nos façons de nous adapter, qui se met en jeu, qui peut bouger et ça, mais qui est pas pris du côté de quelque chose qui serait à éliminer ou qui serait pris à un premier degré. Enfin, voilà, c'était il y a très peu de gens qui le savent. Maintenant, comme ils vont nous écouter, ils le savent, mais on va dire que tu es cofondateur, co-créateur avec moi. On n'était pas loin d'ici et tout d'un coup on s'est dit, mais avec l'ouverture du numérique, pourquoi on ne ferait pas quelque chose de numérique, puisqu'on avait un projet papier, mais avec des coûts qui étaient très très importants, etc. Puis on s'est dit, maintenant l'ouverture du numérique, on fait l'index. Moi j'ai envie de te dire, tu as fait les premières années de l'index. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose et comment tu vois ça rétrospectivement maintenant, 12 ans plus tard? Nous sommes en 2011, on décide ça au printemps-hiver 2011, enfin, l'ouverture c'était le 1er mai avec d'autres personnes. Comment tu vois ça, l'évolution, puis le départ et ce que ça t'a apporté, disons? Bon, et dans la cité, voilà. Bon, moi d'abord, le souvenir que j'en ai, c'est que Stéphane Riant voulait faire un autre Nouvelliste. Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait un journal papier et que ton idée au départ c'était de faire un autre journal papier. Alors là, tu pourrais dire le Journal du Valais alors. Journal du Valais, voilà. D'accord, ok. Et si je me souviens bien, en fait, tu es revenu d'un mondial en disant j'ai suivi les matchs, j'ai utilisé un blog. Et c'était un peu les débuts des blogs, j'imagine, quoi. Et puis on disait, enfin, c'est quand même fantastique, on peut publier, on peut faire des choses très souples et ça. Et donc finalement, pourquoi pas faire une alternative comme ça? Et puis on se rendait bien compte que, moi, c'est le collectif. Finalement, je pense que c'est ton idée et c'est le collectif qui a conduit à ce que quelque chose se passe. Et on était beaucoup dans cette idée-là en se disant, mais en fait, si on veut que quelque chose s'anime, il faut que ce soit régulier et donc il faut qu'il y ait des gens qui publient et donc il faut qu'on soit 10. On publie chaque jour quelque chose et les week-ends c'est ouvert et on a peut-être un peu plus publié que les autres sur les week-ends. Voilà, donc il y avait quand même un dispositif au départ, quoi, un dispositif d'expression. Et puis après, j'ai trouvé que c'était assez engageant quand même de prendre voix sur la place publique d'un certain nombre de choses qu'on estimait dysfonctionner. Ou qu'on voulait valoriser. Il y a quelque chose de très important qu'il faut dire. Notre ami David Cléva a fait la charte de l'index. D'ailleurs, je recommande à tout le monde de la lire encore, elle est toujours d'actualité. Et c'était très important, il y avait toute une série de points, mais ce qui était très important, c'était de se dire, exprimons-nous librement, en responsabilité, sur des sujets que l'on pense maîtriser, avoir entre guillemets, une certaine autorité de par nos différents parcours. C'est quand même ça. Donc on était un collectif, mais c'était toujours à nos noms propres. Ça, voilà, exactement. C'était pas des choses qui étaient non signées, c'était pas des choses qui étaient il n'y avait pas de comité de rédaction, rien du tout. Ouais, c'est ça, c'était une production de Et je pense que ça je peux dire à titre personnel que ça m'a fait du bien de prendre une place et de dire un certain nombre de choses et de l'assumer aussi. Parce que c'est pas si facile d'écrire quelque chose. Je trouve que le lâcher de l'article n'était pas évident. Et puis après, comme je me suis engagé politiquement, les choses étaient un petit peu différentes, quoi. Et peut-être que si j'avais été engagé politiquement, j'aurais pas dit les mêmes choses au début. Je sais sans doute pas de la même façon. Avec peut-être en me disant c'est quand même des fonctions, des postes qui sont toujours compliqués, toujours exposés. Enfin voilà, donc
J'aurais sans doute après, tu as pris un chemin politique. Bon, il y a dans plusieurs aspects et tout. Je sais qu'à un moment donné, tu étais assez, je ne sais pas si le mot engagé, mais en tout cas, tu avais le souci de ce qui se passait au niveau des prisons. Il y a eu des rapports, etc. Maintenant, on est nettement plus tard, je ne sais pas quelles années c'était, finalement c'est assez peu important, mais on se dit que les évolutions dans tous les enjeux politiques, etc., c'est extraordinairement lent, etc. etc. Et est-ce que c'est pas franchement encore plus frustrant que d'écrire l'index que d'être homme politique finalement? Parce que si on porte un tout petit peu un projet, par exemple celui d'une amélioration des conditions pénitentiaires, ben finalement on se dit non d'une pipe, c'est terriblement lent pour faire avancer les choses. C'est incroyablement lent. Mais c'est pas désespérant comme homme. Non, je parle à l'homme politique finalement. Je ne le suis plus, heureusement. Ouais. Ouais. Alors, je pense qu'il y a certains avantages liés à la stabilité, à la continuité. Je ne vais quand même pas jeter ça avec l'eau du bain. Non, mais c'est un grand avantage, il ne faut pas dire. Voilà, c'est une protection, etc. Voilà, etc. Ouais. Mais en même temps, à l'inverse, c'est du Macron. Ouais, mais à l'inverse, c'est assez stupéfiant de voir effectivement quand on relève clairement. J'ai un peu c'est le titre du livre, hein, c'est sidération, mais j'ai un peu la même sidération que par rapport à ce qui s'est dit de la situation de Gaza en fait. Bon, toute proportion gardée évidemment, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même la Commission nationale contre la torture qui s'exprime sur un lieu, sur la façon dont ça se passe dans un lieu, avec, je sais plus, 18 points qui dérogent en fait à des règles élémentaires d'accueil de personnes qui ne sont pas des criminels, hein, donc qui sont des personnes qui demandent l'asile. Et en fait, rien ne se passe, quoi. Donc, Amnesty était intervenu, des visites de députés avaient eu lieu, mais enfin voilà, je ne sais même pas si maintenant ces points-là ont été résolus. Il y a des constructions de nouveaux bâtiments. Donc ça permet de... Mais c'est assez stupéfiant de se dire qu'à partir du moment où on a ce rapport-là, le lendemain, finalement, parce que c'est ça que devrait être l'action politique, on ne soit pas en train de le résoudre. Alors bon, après, bien sûr, on peut imaginer plein d'enjeux économiques, stratégiques, politiques, de partis peut-être plus que politiques. Donc voilà, mais ça c'est vrai que c'était assez... décourageant. Ouais, décourageant. Moi, ce qui m'a vraiment encouragé et plu, en particulier au conseil communal à Sierre, parce que c'est un exécutif de ville, c'est qu'on avait une proximité, un suivi de projet. Et puis, j'ai eu la chance vraiment sur les quasi 12 années de cette fonction d'être dans un fonctionnement d'équipe. C'est-à-dire que les questions partisanes étaient activées durant la campagne, mais pas après. Mais retombées dès la campagne. Et Marc-André Bercla avait été un des porteurs de cette ambiance, parce qu'il n'avait pas mis en combat finalement le fait qu'il n'avait pas été élu à la place de Pierre Berthaud, des choses comme ça. Donc c'est des... Pour qui il a eu l'indécence de ne pas voter. Ça c'est la trique du moment. Voilà. Donc le résultat était qu'on pouvait travailler en équipe, on pouvait ne pas être d'accord, mais il y avait quelque chose qui avançait collectivement. Moi je pense très sensible à cette dimension du collectif. Et là on avait cette possibilité-là. Et après voilà, donc à partir du moment où on fait une équipe, on peut aussi accepter que les choses ne soient pas tout à fait comme on les aurait souhaitées. Et on peut aussi, je pense, réaliser des choses plus facilement, quoi. Mais tout ça est effectivement d'une... Alors, c'est 2 fois toute proportion gardée, si je parle par exemple du projet de nouvelle patinoire à Sienne. Alors ça, c'était un des sujets polémiques que je voulais mettre sur la table. D'accord. Peut-être je le lance sur cette forme. Non, je le lance directement maintenant. Okay. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de... Comment on va dire
de grandeur excessive dans le projet, au niveau des investissements et de la confiance publique que l'on fait en un projet quand même très très privé, etc. Et pourtant là, c'est quand même quelqu'un qui a travaillé dans le sport. Toi aussi, tu as travaillé dans le sport, etc. Donc, et on sait qu'il faut une patinoire à Sierre depuis longtemps, etc. Mais est-ce que ces ralentissements à longueur d'année, etc., puis maintenant on est dans ce genre Enfin, moi, je n'ai pas été examiné dans le détail, mais quand je côtoie des gens qui parlent de ça, il y a un des premiers arguments qui se dit, mais non, d'une pipe, est-ce que Sierre n'est pas en train de faire, au niveau de la grandiosité du projet, quelque chose de déséquilibré? Alors moi, je pense au contraire que Sierre doit se réveiller et y aller. D'abord parce que c'est quelque chose qui va redonner vie à Sierre. Et aussi parce que l'histoire du hockey, le hockey, c'est quelque chose qui peut être ce levier et qui peut susciter cet enthousiasme, et je pense qu'il y en a. Moi, j'ai plusieurs considérations sur cette question. D'abord, cette question, c'est une question qui a duré des années et des années. Alors, tout le monde est d'accord pour dire très longtemps, il faut faire une autre patinoire. Tout le monde en campagne a dit on fera une nouvelle patinoire. Moi, j'en ai vécu plusieurs, hein. On me disait ça, nous aussi. Et en fait, comme j'étais en charge des sports et des constructions, j'ai suivi vraiment de près ça. Et puis, comme j'ai présidé le mouvement junior du HCCR, j'ai eu vraiment des questions proches de ce projet. Et je trouve que le rôle de l'exécutif, en fait, c'était de mettre un projet sur la table. Et des projets, j'en ai vu et il y en avait d'autres avant moi, hein. J'en ai vu 3, 4, avec des lieux possibles, des tailles possibles, des formes possibles, plutôt dehors, plutôt dedans, plutôt ça, etc. Et moi, mon ambition, et je suis parti juste avant que le projet soit déposé, mais on y est aujourd'hui, c'était que le conseil communal, à un moment donné, fasse une proposition. Ça pour moi, c'était la chose fondamentale, c'était arrêter de discuter d'une nouvelle patinoire, c'était faire une proposition. Concrète. C'était faire une proposition concrète, et ensuite, il y a des dispositifs qui permettent aux gens de s'exprimer sur ce projet. Mais ce n'est pas au conseil de le faire à cet endroit-là, c'était de proposer un projet concret. Et là, je pense qu'il y a une opportunité qui est absolument incroyable, qui présente des contreparties en termes de projets immobiliers pour arriver à faire fonctionner une patinoire notamment. Mais il y a une opportunité incroyable parce qu'en fait, pour la ville et les partenaires de la ville, d'abord c'est un des très rares projets où les communes d'industrie sont d'accord de contribuer à un projet. On a essayé de le faire sur le théâtre en disant que le théâtre c'est important. On est un chef-lieu, vous comprenez, vous venez au théâtre, est-ce que vous seriez d'accord d'y participer que Puig? On a une piscine, les gens viennent à la piscine. Il y avait eu ça, je crois que c'était avant qu'on y arrive, mais on se dit on va augmenter le prix des billets pour les communes voisines puisqu'elles viennent nager chez nous et puis que ça nous coûte un bras. Les gens sont plus venus nager, ils sont allés nager ailleurs. Enfin voilà, donc il n'y a pas de projet qui réunit une région. Moi j'avais essayé de travailler sur les terrains de foot en disant mais c'est quand même particulier de faire Pont-Chalet à côté de l'espace Boson. Enfin il y a 5 terrains et 3 terrains. Puis on avait dit mais pourquoi on ne ferait pas le terrain synthétique sur la commune de Chalet? On relie les 2 espaces. Ça prenait pas quoi. Et là il y a un vrai rassemblement politique autour d'un projet. Donc ça donne un caractère qui n'est pas seulement sierro-sierrois, qui a un caractère régional et qui je pense dépasse en plus la dimension simplement du district Sierre, mais mobilise le Valais central et une région qui a cette tradition de hockey. Ensuite, si la ville devait faire plus petit par elle-même, je pense que ça situerait les ambitions du hockey à un autre endroit. Donc ça, c'est aussi un choix à un moment donné. C'est est-ce qu'on donne à un club les ambitions de la National League et donc on lui fournit un outil nécessaire à ça. Et je pense que le club peut y arriver, et un club valaisan dans l'élite du hockey, je pense que ce serait une juste place, plutôt que d'avoir sans arrêt des jeunes qui vont dans les autres clubs faire le bonheur des clubs romans ou suisses allemands. Et donc on aurait là la possibilité de cette... Et en fait, on raterait des ambitions sportives, et en fait on raterait aussi la question de la charge économique pour la ville, parce que ça coûterait plus cher à la ville de faire une petite patinoire toute seule que de faire un projet plus grand avec des partenariats. Alors après, on peut interroger le fait qu'il y a un projet immobilier qui est conséquent. Est-ce que c'est le bon choix? Comment on le compare à des logements déjà vacants? Quel développement ce sera plus tard? Est-ce que c'est
un écoquartier qui est sérieux dans son ambition environnementale et durable. Enfin, c'est des vraies bonnes questions. Mais honnêtement, pour avoir vécu de l'intérieur et avoir travaillé ces questions-là, moi je signe en fait ce projet-là. Parce que je pense que c'est un élan, c'est une possibilité de développer la partie du sport, c'est redonner une dynamique à Sierre. Parce que les gens n'ont pas arrêté de dire Sierre n'est plus Sierre. Oui, parce que la BD a alors disparu. Justement, je voulais parler voilà. de ça aussi, parce que je trouve un des échecs, moi qui ne suis pas sierrois, on va dire, mais c'était quand même une fierté valaisanne aussi d'avoir ce festival de BD. Et quand on voit les différences d'engagement financier entre le projet de patinoire, avec tous les arguments positifs que tu donnes, et ce qu'il lui fallu faire pour conserver ceci, on se dit, mais quel gâchis. Et alors on se dit, le même groupe de citoyens, effectivement avec d'autres gens qui sont en tête, etc., comment on peut passer d'un non, naturellement à travers les années, je ne comprends pas, mais d'un non au Festival de la BD, avec des engagements financiers, financement très restreints, et de l'autre côté, oui, avec une commune qui va beaucoup moins bien financièrement qu'avant, et on dit oui. Je trouve que là, c'est une sorte d'incohérence assez grande. Je pense que c'est souvent une confusion entre frais de fonctionnement et investissement. En fait, moi, j'ai mis du temps à bien saisir la différence, en fait. Et on ne parle pas des mêmes choses. Hein, avec Alors, je peux être de l'avis que d'avoir arrêté de soutenir le festival BD, c'était une erreur. C'était une erreur. En tout cas, une erreur stratégique et d'image. Ça, c'est sûr, quoi. Parce que quand tu dis ça, fonctionnement, investissement, il faut aussi dire qu'il y a des frais de fonctionnement qui sont dans la durée, des frais d'investissement, rien qu'au niveau de l'image, toi-même qui as sorti ce mot-là. Au niveau de l'image, mais pas au niveau comptable. Donc, oui, mais est-ce qu'on peut assurer des frais de fonctionnement absolument aujourd'hui, dans le futur, d'un espace comme ça de patinoire? Je pense que la réponse, elle est non. Non, je pense que oui, avec les contreparties et le système qui a été mis en place. Mais c'est justement pour ça que c'est pas seulement une patinoire. Avec des incertitudes. Alors des incertitudes comme dans tout projet, quoi. Mais à un moment donné, c'est intéressant de se dire qu'est-ce qu'on fait de cette incertitude aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire parce que Sierre est dans l'incertitude. Donc on peut l'y laisser, ou alors on prend un projet qui a un certain nombre d'incertitudes, mais on va dans le projet et on avance, en fait. Donc moi, ce serait plutôt mon mouvement, quoi. Et je pense que là, il y a une adhésion populaire, ou bien? Ouais, moi je pense que oui, mais c'est vraiment réclamé cette infrastructure. Graben est vraiment au bout du bout, on ne peut plus faire avec ça. Tout ce qui est on a envie de dire que c'était au bout du bout. Je me rappelle certaines affaires que j'ai eu même comme greffier des années. Je pense au bout du bout, et on a tiré vraiment. Je pense qu'on a mis tous les pansements possibles sur cette infrastructure. Elle a une histoire, c'est un chaudron, s'il y a une bonne ambiance, tout, ça va. Mais enfin voilà, il faut aujourd'hui passer à autre chose. Et l'opportunité est là, quoi. On avait fait à l'époque un vote de principe au Conseil général pour savoir si majoritairement les gens étaient favorables en fait au développement d'une nouvelle patinoire. Sous forme de sondage ou bien comment? C'était un vote de confiance en fait, où les conseillers généraux levaient leurs mains par rapport à l'intérêt d'aller sur un nouveau projet. C'était les 3/4. D'accord. Alors ça ne résout pas l'analyse du dossier, mais c'est un dossier très solide, c'est un dossier avec des partenaires fiables qui ont investi et pris le temps. C'est un partenariat privé-public. Hein. Peut-être que si on identifie un PS, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait comme partenariat privé-public celui-ci, quoi. Donc je serais peut-être jugé un peu à la droite du PS, mais c'est vraiment une question d'exécutif, c'est une question de développement de la ville, c'est une question de projet, c'est une question d'opportunité. Et là, tout est réuni en fait pour bien faire. Et ce sera intéressant de voir dans quelques semaines, au début du mois de décembre, quelle sera la position du Conseil général. Mais je pense qu'il y aura une large majorité du Conseil général. Et puis ensuite, ce sera la question de voir au niveau des oppositions quel sera le chemin choisi. S'ils souhaitent que ça devienne un vote populaire, par exemple. Le président Pierre Berthaud, il a toujours été très ouvert aux critiques, à entendre les réticences que certains pouvaient avoir et à estimer que s'il fallait un vote populaire, il fallait y aller. Il est très soucieux de ces processus démocratiques. Ma position, elle est peut-être un peu moins au sens où, à un moment donné, si une majorité des représentants de la population désignés
estiment que c'est le bon projet, ils feront ce choix-là. Et puis, il y aura peut-être des opposants qui choisiront la voie du référendum. Il faut à ce moment-là avoir un certain nombre de voix pour l'obtenir au niveau du Conseil général, ou auquel cas aller chercher les signatures pour faire un vote. Ça, c'est toute la nuance démocratie représentative, démocratie directe, etc. Alors, j'ai toujours l'habitude d'aborder un petit problème d'actualité, mais là, je dirais que j'ai quelqu'un qui, on va dire, un expert dans la chose que je veux mettre en avant aujourd'hui. C'est donc tu es dans le champ de la psychologie, donc le champ familial, tu le connais bien, les conflits qu'il y a à l'intérieur, enfin, c'est quelque chose, c'est pas ton pain quotidien, mais en tous les cas, ça a été ton souci, disons, d'études, des soucis personnels, des soucis collectifs, citoyens, et puis effectivement à travers les aides, tous les organismes que tu as fréquentés, cette question de la famille, elle revient beaucoup. Et alors, on a décidé, l'index, ça date du 1er mai 2011, j'ai envie de dire de manière un brin trop d'orgueil peut-être, mais j'ai envie de dire, j'ai écrit 275 articles sur une série qui s'appelle Patatras. Je résume tout ça, c'est une sorte de chaos et de bordel dans les autorités de protection et dans les offices de protection. Et maintenant, on a décidé, à travers une motion qu'a défendue le Centre au Grand Conseil, qui a été admise sans discussion, alors qu'il y a quelques années, ce n'était pas le cas, on va créer un tribunal de la famille. Alors, moi, j'ai envie de te dire, avec toute ton expérience et tout ça, comment faut-il voir ce tribunal de la famille qui suppléerait aux défaillances, carences ou incomplétudes des autorités de protection actuelles? Ouais, je suis un peu, je suis quand même un peu éloigné de toutes les questions du droit, contrairement à toi. Alors moi, j'ai envie de dire que de temps en temps, pour reprendre ton truc, on va essayer de se dire que ce problème-là, il ne doit être pas résolu par le droit. Après, peut-être on peut l'intégrer, mais là, on essaye d'un point de vue pratique de se dire, dans ces familles qui sont en conflit, dans ces enfants qui ont des difficultés, dans ces parents qui ne s'entendent pas ou qui s'entendent d'une manière pas suffisante, etc., où on se dit qu'il y a des carences éducatives, mettons de côté le droit, mais essayons de voir qu'est-ce qu'il faut faire d'un point de vue collectif, donc institutionnel, avec ce champ-là. Bon, d'abord, c'est quand même un champ, c'est vraiment un champ qui est bouillant, quoi. Nous, dans le travail... Bouillant, pourquoi? Bah parce que d'abord, il y a des mesures de placement, il y a des mesures de protection, il y a de la maltraitance, il y a des suspicions. Enfin, je trouve qu'on est sur la corde raide. Sur la corde raide, ouais. Vraiment, quoi. Et bouillant, c'est vrai qu'on peut imaginer finalement une barre en bois et dessous un feu, et on se dit dans une pipe, il faut qu'on reste sur cette barre en bois et surtout qu'on ne tombe pas. Ouais, c'est ça. Je trouve que la situation, en fait, elle est surchauffée par les médias. C'est-à-dire que dès qu'il y a une situation familiale ou de placement, c'est les gros titres, c'est les questions de la maltraitance et tout ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de ces situations-là. Mais il y a aussi des situations dans lesquelles le placement permet la protection de l'enfant. Et il y a aussi des formes institutionnelles ou d'accompagnement qui aident les enfants à grandir, en les mettant dans un contexte finalement là où ils ne pouvaient pas grandir, ou plus grandir. Et ça, on le voit et on le sait peu, quoi. Je trouve que quand on parle de ces situations-là, on est aussi aujourd'hui face à la question de qui est encore prêt à s'engager à aller comme travailleur social ou comme éducateur dans des situations aussi chaudes. Donc il y a beaucoup d'enjeux finalement autour de ces situations-là, quoi. Et nous, ce qu'on essaye de faire, parce qu'en fait, on est... Alors donc, moi, je suis le secrétaire général aujourd'hui de l'AVOP, qui est donc la fêtière des institutions sociales du canton de Vaud, dont un des secteurs est celui de la protection de l'enfance. Enfin, des institutions qui accompagnent en fait les enfants qui sont placés. Et on nous pose souvent la question comme fêtière si on est le bras armé du canton ou si on est l'organisme qui défend les intérêts des institutions. Enfin, on est souvent pris dans ce champ de tension, quoi.
Et nous, on essaye de faire les deux, mais dans un mode de collaboration avec le canton. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, la loi dit que le canton qui mandate les institutions doit les surveiller. Mais personne n'aime être surveillé, quoi. Enfin, c'est assez insupportable pour les institutions, quelque part, d'être surveillées. Mais quand on arrive... D'un côté, non, je rebondis, mais j'ai envie de dire, c'est terrible ce que tu viens de dire. Une autorité, Oui. elle serait branlante par crainte d'être surveillée. C'est pas l'autorité, c'est l'institution qui n'est. C'est pas la même chose. L'institution tient à son autonomie, à un certain nombre de J'ai prérogatives. envie de dire que sur ce truc-là, tu joues un peu avec les mots. Non, parce que. Enfin, Oui. Mais l'institution. Donc, ce que je veux dire. Disons que je me suis trompé. Mais là, une institution qui n'accepterait pas un contrôle institutionnel, oui. c'est une sorte de Oui. Mais c'est comme un prof qui n'aime pas trop qu'on entre dans sa classe. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui est pas si simple quand on s'engage dans une pratique difficile d'être jugé sur la qualité de sa pratique. Mais je pense que c'est dans ce sens-là. Je comprends ça, d'accord. Mais je trouve que ce qu'on a réussi à mettre en place, c'est justement de le mettre dans une dynamique qui ne soit pas la dynamique du jugement. Et c'est peut-être pour ça que je m'éloignais de la question du droit tout à l'heure. Mais qui est dans une dynamique de savoir finalement, c'est de dire ce qu'on fait et de voir si ce qu'on fait peut être amélioré dans le fond, quoi. Donc c'est aussi une question de dynamique et de confiance qui d'après moi est instaurée. Et ça, je pense que c'est ce qui va servir le plus l'enfant, respectivement sa famille. Et dans le qui, comment tu verrais, puisque ça va être, on va dire, judiciarisé, j'aime pas dire ça, mais disons institutionnalisé. Donc il y aura, disons, un tribunal cantonal ou des tribunaux de famille. J'ai envie de soutenir déjà l'idée, pour sortir du droit, après il faudra rentrer en nouveau, mais pour sortir du droit, qu'il faut qu'il y ait une vraie interdisciplinarité et non pas des secteurs. En quelque sorte, on dira que l'Office de la protection de l'enfance travaille avec la PEA, peut travailler avec des avocats ou des curateurs, etc. Moi, je dis que c'est le contraire qui se passe, c'est que c'est des cloisonnements et qu'on prend un petit morceau, mais que les gens, ils ne sont jamais ensemble pour s'exprimer sur leur pratique. Et sous le tribunal de famille, à un moment donné, ces gens-là, ils doivent être ensemble avec tous les acteurs, y compris les auxiliaires de justice, comme si les avocats n'étaient pas également soucieux du bien commun. Non, mais je veux dire, après, chacun pense ce qu'il veut, parce que moi, je pourrais dire qu'il y a des fonctionnaires qui ne sont pas soucieux du bien commun, comme il peut y avoir des avocats pas soucieux du bien commun, ou des boulangers, etc. Et je pense que cette interdisciplinarité-là, je ne sais pas comment tu vois le truc, mais c'est pour moi un truc mais fondamental. Oui, je suis d'accord. Mais peut-être que c'est quand on institutionnalise, on catégorise, quoi. Et quand on catégorise, on a tendance à faire des silos. Et moi, je trouve cette idée... c'est joli, je trouve cette idée excellente, en fait. C'est de dire, mais... Ces silos, ils doivent pas être... Ils doivent être pour eux. Ils doivent être pour eux, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais oui, enfin... Je disais avant sur d'autres projets l'importance du collectif, tu le dis dans l'importance de l'interdisciplinarité, finalement, c'est la capacité à mettre ensemble des regards multiples et différents, quoi. Et je pense que ça, c'est vraiment une force et un objectif à garder. Ouais. Est-ce que tu te dis dans ta pratique, que ce soit professionnelle ou bien politique, etc., à un moment donné, j'ai essayé de jouer ce jeu-là avec un précédent invité, mais qui sera édité plus tard. Et puis, il me disait, mais est-ce que tu pourrais te dire, il y a une action où j'ai foiré complètement, et une autre où mon intervention, au contraire, elle a été de contraire. C'est deux opposés par rapport à tes pratiques, soit politiques, soit professionnelles. Où tu prendrais un exemple dans le noir et dans le blanc pour faire... Une question qu'on a, je ne sais pas si je réponds tout à fait à la question, mais ce qui me vient, voilà, ce qui me vient, c'est qu'on a négocié avec le canton un certain nombre de postes pour accompagner des enfants.
Et une direction nous confie, on est très content des résultats que vous avez obtenus, parce qu'effectivement on a pu discuter avec le canton et obtenir un certain nombre de moyens qui répondent aux institutions, mais on n'est pas très content de la façon, du côté, comment dire, de la dimension démocratique de cette décision. Donc sous-entendu, est-ce que vous avez mis le tout en consultation? Est-ce que toutes les institutions ont été bien entendues, etc. Et moi, là où je me trouve, et là où j'essaye de trouver des solutions, en fait, c'est à la fois dans la capacité à prendre les partenaires ensemble, à les entendre et à trouver des dénominateurs communs, mais en même temps à obtenir des résultats de l'autre côté, quoi. Et on pourrait nous reprocher à un moment donné d'obtenir des résultats, c'est un peu ce qui s'est dit en disant mais finalement vous avez décidé ça de votre côté. Et puis, est-ce que la fonction, est-ce que je présume que tu parles plus du côté exécutif communal que législatif cantonal quand tu dis ça. Est-ce que c'est pas la fonction de l'exécutif qui impose finalement un certain aspect directorial, ou bien, disons... Alors c'est marrant que tu dis ça, parce que moi je le pensais par rapport à mon travail maintenant, mais... Ah d'accord, mais là tu as un exécutif quand même. Oui, oui, bah oui, ouais. Mais c'est le même registre, effectivement. Ouais. C'est de se dire, mais finalement, qui on est pour représenter correctement les gens à qui on s'adresse et pour qui on va proposer des choses. Je pense que c'est dans ce champ de tension qu'on peut être trop d'un côté ou trop de l'autre, et qu'il y a vraiment un équilibre à trouver. Est-ce que c'est aussi une sorte d'équilibre entre le doute et la certitude? Oui. Je pense que ça pourrait être, une analyse de la situation. Oui. Ouais. En disant finalement si... je pense alors, en tout cas, une chose dont je suis convaincu, c'est que d'être trop dans la certitude, c'est dangereux. Mais je pense que d'être trop dans le doute ne conduit plus à grand-chose. On imagine que celui qui a des idées de droite UDC a des idées très différentes de celles du Parti socialiste. Et puis, à titre de provocation, mais je le connais. Non, dans le genre convaincu, c'est-à-dire que je crois que c'est une réalité. J'ai été beaucoup impliqué dans ces problèmes familiaux ou d'étrangers ou de prison. Et puis, j'ai envie de dire qu'on a eu une conseillère d'État socialiste qui s'est occupée du département de justice et des institutions. On a eu ensuite... on entend les sirènes au même moment. Voilà, on a eu ensuite notre cher Oscar Fresinger, qui n'est pas à gauche, comme on dit. Et puis après, il a été remplacé à l'action sociale par Reynard, qui est socialiste, et puis par un PLR. Et j'ai envie de dire que, étant beaucoup impliqué là, professionnellement dans des défenses, les résultats les plus probants, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas ceux qui auraient dû avoir un regard social plus accru, mais c'est avec un gars qui avec sa faconde, etc., se dit « je vais résoudre des solutions, et si je considère que dans ce champ de la famille, même si c'est des musulmans, même si c'est des Bosniens, et même si c'est des Macédoniens, je suis capable de faire avancer un projet, et peut-être plus vite et plus efficacement. » Et j'ai envie de dire, c'est ce que j'ai constaté. Alors peut-être que ma vue est obstruée, etc. Et c'est un peu une déception que de me dire, mais non d'une pipe, comment ça se fait que quelqu'un qui défend des idées de gauche, lorsqu'il rentre dans le champ administratif, institutionnel, est-ce que c'est une question de personnalité? Est-ce que c'est une question finalement de paresse ou de complexité des problèmes tels qu'on n'ose pas à un moment donné s'engager? Je vais quand même juste relever le lapsus sur l'homme de droite qui résout les solutions plutôt que les problèmes. Mais pour répondre, je pense qu'il y a clairement il y a des questions de personnalité. Et je pense que ces postes-là, ils engagent beaucoup sur le détachement. C'est-à-dire, est-ce que la personne est suffisamment détachée de son poste pour y aller? Et moi, ce que je constate, c'est qu'à un moment donné, quand on se tient dans un poste pour le renouveler, je pense qu'on n'a pas du tout la même liberté, la marge de manœuvre ou le détachement suffisant pour prendre des décisions qui s'imposent.
Moi, j'ai l'impression que le travail que fait Mathias Reinhardt aujourd'hui, par exemple, c'est un travail très actif, c'est un travail de décideur, c'est un travail de mise en place de dispositifs, c'est un travail impliqué. Donc je pense que c'est des moyens de... Enfin, c'est se donner les moyens de répondre à un certain nombre de problèmes. J'ai envie de résoudre ce lapsus que j'ai fait. En réalité, la résolution de solutions, j'ai envie de dire que quand on est confronté à une situation très concrète, c'est peut-être ça la différence qu'il y a, alors je ne sais pas, c'est qu'il y a plusieurs solutions. Oui. Il y a plusieurs solutions et il faut résoudre. Finalement, il y a des choix à prendre à un moment donné. Et par exemple, on a ce choix crucial peut-être de se dire, tiens, la loi, elle est peut-être pas à appliquer dans le cas particulier pour des raisons humaines, et que peut-être là, des hommes, disons, enfin ça c'est peut-être une question de caractère, on arrive à transpercer des voies de différentes manières qui n'a rien à voir avec le statut politique. Oui, je suis d'accord, ouais. C'est intéressant cette question du choix, parce que je trouve qu'aujourd'hui il y a beaucoup de façons de se réfugier du choix. C'est-à-dire, on audite. Expert. On prend un expert extérieur, on prend des consultants, et finalement on ne résout rien, quoi. Et on ne choisit pas justement l'une ou l'autre solution. Mais les solutions, c'est toujours le risque de se tromper quand on l'a choisi, quoi. Et moi j'ai aimé l'exécutif pour ça, c'est la possibilité de faire des choix. Et je trouve que l'engagement politique, il se traduit dans le courage d'un certain nombre de choix. Et donc du coup, je pense qu'effectivement, ça dépend beaucoup de la personnalité. Et c'est marrant parce que j'ai trouvé que dans les dernières communales, les médias mettaient tout le temps en balance, là c'est le centre qui a pris la présidence, là c'est le PLR, enfin... Mais en fait, c'était des choix de personnes dans ce qui s'est passé, quoi. On peut bien étiqueter la chose. Au final, c'était de dire, ben tiens... Je préfère Bernard à Jean. Voilà, c'est ça, cette personne, je trouve qu'elle a été plutôt comme ci, plutôt comme ça, je me suis entendu ou pas avec cette personne, et là c'est tel autre, ou c'est son style, ou la façon dont on se représente la personne. Parce que sinon, on aurait pu alors régler quasiment les résultats à l'avance si ça avait été une question de parti. Alors je termine cet entretien avec cette information que j'aurais dû connaître il y a longtemps, mais qui en fait est venue à ma connaissance, on va dire, ce matin à travers un client un lecteur de la première heure de l'index, qui est venu payer son abonnement main à main. Je vous invite à aller regarder, je pense que c'est un acte démocratique de soutenir l'index. Mais enfin, bon, peu importe, ça c'est pour la petite histoire. Non, mais il m'a fait référence à cette dame, Manuela Salamin, qui a une construction illégale, semble-t-il, qui est achetée dans le bois de Finge. Et puis, on a pris des mesures sur une très longue période, je me concède, de réalisation, de l'exécution tendant à détruire ce logement, naturellement à le reloger. Mais cette dame, elle est très très malade, on ne sait pas très bien si elle va vivre longtemps, enfin c'est semble-t-il un cancer assez sérieux. Et puis je voyais le président de la commission cantonale des constructions, Pascal Varone, défendre la solution en disant on a pris du temps, etc. Et je me suis dit, finalement, indépendamment des règles de droit, de justice, etc., parce qu'il y a aussi le principe de l'équité, il y a aussi les principes de l'abus de droit. L'abus de droit, c'est il existe un droit, mais peut-être qu'on abuse de l'appliquer. Et je me disais, il y a quand même une sorte d'indécence de venir défendre cette solution après avoir eu la chance de faire ce magnifique bâtiment des celliers dans une zone qui en tous les cas pas une zone d'habitation ni de commerce de vin actif. Et je me disais que peut-être là, en tout cas moi c'est un appel que je fais à l'autorité d'un point de vue pratique. Je ne veux pas contester les décisions de justice, c'est pas mon rôle là. Mais j'ai envie de dire, mais écoutez, est-ce que l'humain finalement de temps en temps ne doit pas être hors la norme? Hors la norme, c'est la question que je vais poser à mon ami Salamin pour terminer. Et puis finalement dire, mais est-ce que Manuela Salamin ne doit pas être protégée envers et contre tout et contre le droit? Et j'ai envie de dire, est-ce que Salamin défend Salamin? Alors je retrouve l'esprit de l'index dans cette dernière intervention. Je ne crois pas qu'on soit cousins, je ne connais pas forcément bien je connais pas cette situation
plus précisément. Enfin, c'est une construction illégale en plein bois de Finges qui ne devait pas être construite, qui a été construite sans autorisation. Je vais répondre sans répondre. Ouais. J'avais le dicaster des constructions sur ma dernière législature et ce que j'ai aimé, c'était la médiation. C'est-à-dire finalement, il y a énormément de contraintes. Il y a les lois sur la construction, il y a les enjeux liés à la promotion, il y a le travail de l'architecte, il y a le futur habitant, si tant est qu'il est intégré à la démarche. Parce que semble-t-il, c'est une zone qui devrait être protégée sans construction. Donc il y a les questions d'aménagement du territoire. Non, je généralise, je ne dis pas ça. Mais moi, fondamentalement, ce qui m'a plu, et à la fin, je pense que j'étais là à la bonne place, c'est quand on pouvait ne pas s'arrêter à la question du droit et chercher quelque chose qui permette de se mettre d'accord sur la meilleure solution possible. Alors c'est très marrant ce que tu dis là, parce que j'ai une fille qui vient de terminer le master en architecture, et puis qui alors vraiment est très éloignée de ma forme de pensée, etc., idéaliste, etc. Et elle se dit aujourd'hui, ce qui manque dans l'architecture de manière totalement évidente, c'est la jonction avec le droit. Il n'y a plus personne qui se rend compte que les normes de droit, c'est très important du point de vue écologique, du point de vue et il dit, il n'y a pas ce lien-là. Silo complet dans l'enseignement, silo complet dans le politique et silo complet au niveau des architectes, entre les concepteurs, les exécutants, etc., la direction de travaux. C'est quand même assez incroyable. Et c'est très technique. Très technique. Et en plus, c'est deux espaces très techniques. Pas avec les mêmes contraintes et tout, mais c'est vrai que dans une commune, finalement, quelle est encore la marge de manœuvre de décision aujourd'hui? Elle est justement sur le fait de nous engager dans un grand projet, mais ensuite les choses sont très contraintes entre les lois communales, cantonales, fédérales. Donc c'est très contraint, et c'est vrai que pour nous, par exemple, c'était une chance d'avoir des personnes qui soient avocates au sein d'un conseil, par exemple. Parce qu'en fait, il y a à un moment donné de telles contraintes et de telles connaissances à avoir que si on veut bien respecter le dispositif et trouver les endroits où on peut encore faire des choses en dehors de ce dispositif-là, voilà, il faut mettre les compétences ensemble. Là, tu me lances sur encore un autre sujet. J'ai une autre fille qui commence le droit et qui m'a dit, c'est super, on a appris ce qu'est l'autonomie communale. Ouais. En mon sein fort intérieur, je me suis dit, comme toi, l'autonomie communale, elle est où? Elle devient de plus en plus restreinte par rapport aux lois, et pourtant c'est un concept suisse fondamental que celui de se dire c'est les communes qui dirigent, et je pense que c'est notre force en plus de ça, sauf que on érode beaucoup ce dispositif. Mais je pense qu'il est temps que tu arrêtes de laisser tes filles étudier chacune dans leur silo et que tu les mettes autour d'une table pour trouver un nouveau modèle qui réunisse les deux. Alors Olivier, merci pour ce moment. Merci.